plusieurs années, les objectifs sociaux de l'Union européenne sont affirmés dès les premiers articles du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc pour moi, la question des fondements n'est pas vraiment le problème. Mais de ce point de vue-là, le socle est certainement important, mais il ne modifie pas les compétences, il ne redéfinit pas les objectifs sociaux des traités. Alors il y a une modernisation, j'allais dire, dans certains principes, mais il passe tous ces premiers paragraphes à réaffirmer, à reprendre tout ce qu'il y a déjà dans les traités. En revanche, il est clair que dans la période, dans les années 2000, alors on a parlé d'une mise entre parenthèses du droit social de l'Union européenne, enfin, etc. Moi, je pense qu'il y a eu véritablement une mise en cause dans le cadre notamment de la gouvernance économique qui s'est mise en œuvre pour gérer la crise financière, la crise des dettes publiques et des mécanismes du semestre européen, alors qu'ils n'étaient pas des mécanismes législatifs pour concerner le droit social, mais un certain nombre d'États ont été fortement incités à décentraliser leur système de négociation collective, à remettre en cause les mécanismes de fixation des salaires minimums, etc. Donc, c'est vrai que dans cette période, il me semble qu'on avait véritablement une remise en cause, tout en ayant l'acquis qui demeurait et qui pouvait générer également de nouveaux arrêts. Donc on continuait quand même, on voyait quand même une évolution. Il y a eu aussi alors le programme REFIT, c'est toujours le vocabulaire européen, mais le programme pour une réglementation affûtée et performante qui a constitué à évaluer les directives. Et les premières directives à avoir été évaluées ont été les directives sociales. Et on a pu craindre une remise en cause. Et puis en réalité, la plupart des analyses, l'évaluation qui ont été faites des textes ont conclu qu'ils demeuraient pertinents. En revanche, ça a été dit, et je le redis parce qu'il me semble que c'est quand même assez caractéristique, je pense qu'on est effectivement dans une période, alors peut-être liée au fait que depuis les crises de 2008, on est aujourd'hui dans une situation de multicrise et chaque fois il y a une nouvelle crise qui arrive. Et en tout cas, non seulement le socle a été adopté, mais on l'a mis en œuvre. Il y a eu un programme d'action qui a été défini. On a cité déjà beaucoup des directives, donc je ne vais pas revenir sur cette directive. Je vais juste citer les thèmes qui n'ont pas, je crois, encore été abordés, mais est aussi en discussion une intervention qui traiterait du droit à la déconnexion, et là, en réponse à ce qui s'est passé pendant le Covid. Également, me semble projet autour d'une refonte de la directive sur les comités d'entreprise européens. Très important également, c'est des textes qui ne concernent pas directement le droit du travail, mais vont avoir des conséquences importantes. C'est tout ce qui est législation sur le numérique. Le règlement sur l'intelligence artificielle aura évidemment des conséquences sur le droit social, comme le RGPD a maintenant des conséquences dans les relations de travail. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut vraiment suivre ce qui se passe sur ce point, et puis également dans le cadre du Green Deal. Alors, cela étant, il y a toujours, évidemment, et il y en aura toujours des conflits potentiels, des tensions. Alors, les exemples qui me sont venus en tête, alors il y en a un, je serai très rapide parce qu'on l'a quasiment déjà traité, mais c'était le contraste entre le droit au congé payé et le droit à l'information, consultation des représentants des travailleurs liés à leur statut différent dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec un article qui se voit reconnaître cet effet direct et un autre article à qui on ne reconnaît pas cet effet direct. Alors, simplement, c'est vrai que cela aboutit à une sorte de hiérarchie au sein de ces droits sociaux, chacun étant qualifié de fondamentaux, et qui
qui interroge lorsque on analyse la substance de ces droits, parce que dans les droits auxquels on ne reconnaît pas cet effet, il y a le droit à l'information-consultation, très certainement le droit à la négociation collective, la législation en matière de protection contre le licenciement. Alors, la mise en balance également, il me semble qu'elle se trouve véritablement dans ce positionnement particulier des droits sociaux au sein de l'Union européenne. Alors déjà, au sein de la Charte des droits fondamentaux, j'en ai parlé, et puis parfois lorsqu'ils sont mis en balance avec d'autres libertés économiques. Alors là aussi, il y a eu les arrêts fameux, mais je voudrais prendre un exemple, un dernier exemple de cette mise en balance, notamment de la question du droit à la négociation collective. C'est un thème d'actualité, évidemment, mais le droit à la négociation collective en lien avec les travailleurs de plateforme. Travailleurs qui sont qualifiés la plupart du temps d'indépendants. Je ne rentre pas dans le débat, sont-ils véritablement indépendants, mais est-ce que ces travailleurs peuvent négocier. Et on se retrouve évidemment face au droit à la concurrence. Droit de la concurrence de l'Union européenne qui peut les considérer comme, les accords collectifs vont pouvoir être considérés comme des ententes et donc ça va venir limiter leur capacité de négocier. Comment on s'est sorti de ce conflit? Alors il y a eu une action, adoption en septembre 2022 d'une communication de la Commission, et comment on va protéger la négociation collective, qui fait partie des droits, j'allais dire, les plus fondamentaux, en tout cas, si on se réfère à l'OIT, au texte constitutionnel, aux chartes, eh bien, on s'en sort avec une communication où la Commission, je vais synthétiser, schématiser, mais dit « je n'interviendrai pas. Vous pouvez négocier, mais je n'appliquerai pas le droit de la concurrence dans ce cadre-là. » Donc, c'est de la soft law, dont on ne sait pas ce que fera le juge s'il est saisi de cette question, même si la Cour de justice a eu aussi à faire les arbitrages et avait effectivement, j'allais dire, sorti justement les conventions collectives du droit de la concurrence, mais les accords collectifs avec des organisations syndicales représentant des salariés. Donc là, on a de la soft law qui vient protéger un droit. Et là, c'est véritablement cet exemple de conflit où là, il semble qu'on ait une solution. Alors, le texte est quand même assez compliqué, hein, parce que pour définir son champ d'application, donc ça s'applique en anglais, c'est les solo self-employed, c'est-à-dire les indépendants sans salariés qui sont dans des situations similaires à des travailleurs subordonnés. Alors, la solution est pragmatique, et j'allais dire, elle peut tout à fait fonctionner, mais ça interroge véritablement sur cette place des droits sociaux. Et peut-être pour conclure sur cette place, on a parlé de la Convention européenne des droits de l'homme et des articulations qui existent entre la Convention et l'Union européenne, mais là aussi, ce statut particulier est révélé par là aussi la position tout à fait différente, bon, c'est un texte évidemment différent, mais de la Charte sociale européenne, qui est bien citée dans les traités et qui génère aussi alors je ne vais pas parler de jurisprudence puisque ce n'est pas une juridiction, mais en tout cas des décisions du Comité européen des droits sociaux qui parfois pointent du doigt les contradictions qu'il peut y avoir entre le droit de l'Union européenne et les droits sociaux, sans que pour l'heure il y ait véritablement de prise en compte, ou en tout cas, même si ça peut jouer un rôle. Voilà, sur le...